Je vais vous présenter notre deuxième conférencière de la journée. Si vous voulez bien reprendre. Donc, Madame Émilie Tremblay a obtenu différents diplômes, dont un baccalauréat à l'Université Laval en production animale, horticulture, gestion d'espaces verts et développement durable. Elle a également suivi plusieurs formations dont Ranching for Profit en 2022 et une formation en gestion holistique avec Holistic Management International. Elle est productrice depuis 2014 en maraîchage et ferme diversifiée et propriétaire de pâturage du lac Brome depuis 2020. Je passe donc le micro à Émilie Tremblay pour une conférence de 35 minutes sur la mise en marché adaptée pour les éleveurs au pâturage. Bon, bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente d'être de ce côté-ci du micro cette année, après avoir été de l'autre bord pendant plusieurs années. Donc, on m'a mandaté aujourd'hui pour parler de mise en marché des produits, pour une mise en marché qui est adaptée pour les élevages au pâturage. Donc, c'est un sujet qui touche à plusieurs facteurs de notre entreprise. Là, on n'aura pas le temps, c'est sûr, d'aller vraiment en profondeur dans aucun d'eux, mais l'idée, c'est d'être ici pour vous partager plus mon cheminement que j'ai fait, comment j'ai commencé, et puis un peu des raisons qui ont fait en sorte que j'ai choisi la mise en marché direct avec mes bons coups, mes moins bons coups, puis qu'est-ce que ça représente pour moi. Donc, Pâturage du lac Brome, c'est mon entreprise que j'ai mis sur pied. J'ai commencé en 2021. Puis, je viens de terminer ma 3e année de production. Je travaille seule dans mon entreprise, mais j'ai su bien mes productions principales, l'agneau et le poulet. Quand j'ai commencé en 2021 aussi, mon idée, c'était vraiment de faire du bœuf à l'herbe. Mais après 2 ans de production, j'ai laissé tomber le bœuf. Là. Je vais en parler un petit peu aussi au travers de ma présentation de quelques raisons qui ont fait en sorte que j'ai laissé tomber le bœuf, puis je me concentre vraiment sur l'agneau et le poulet. Donc, mon troupeau, j'ai présentement une centaine de brebis et 7 béliers de la race Catadin. La race Catadin qui gagne beaucoup en popularité de plus en plus pour ses caractéristiques là, de rusticité. Puis c'est une race qui est à poil, donc pas besoin de tondre les moutons. Puis bonne qualité maternelle aussi. Puis une chose que moi j'apprécie beaucoup de cette race-là aussi, c'est qu'elle a une moyenne d'agneaux nés de 2. Donc, les brebis sont vraiment capables de s'occuper de 2 agneaux, puis on n'embarque pas dans l'allaitement artificiel, puis ces genres de choses-là qui peuvent arriver avec des races plus prolifiques là, qui ont 3, 4, 5, 6 agneaux. Donc, on produit aussi, on met en marché, je mets en marché 150 agneaux nourris à l'herbe par année. Les agneaux restent sous la mer environ 2 mois jusqu'au sevrage. Puis après ça, les agneaux mâles sont envoyés dans un autre pâturage que j'appelle leur pâturage d'engraissement. Puis ils vont passer tout l'été là avec un système de pâturage en rotation pour aller à l'abattoir environ à l'âge de 8 mois. Là, tous les animaux passent à l'abattoir à la fin de l'automne. Puis c'est un peu comme un défi que j'ai par rapport à ça, c'est que j'ai pas encore, là, mon troupeau est pas encore assez établi, puis j'ai pas nécessairement une belle uniformité dans mes carcasses. Là, j'ai des agneaux qui sont beaucoup plus gros que d'autres. C'est quelque chose qui va s'améliorer avec le temps, mais pour l'instant, donc les agneaux qui sont plus gros, ben c'est ceux que je vends directement pour les clients, puis les carcasses
plus petites, on essaie de récupérer les pièces qui sont quand même belles, puis le reste, on fait de l'agneau haché avec ça. Là, j'ai vraiment pas de problème à vendre de l'agneau haché non plus. Puis c'est ça, une particularité, moi je me spécialise vraiment dans l'agneau qui va être nourri à l'herbe, vraiment à 100% du début à la fin. Puis c'est quelque chose qui est important de mentionner aussi. Je le fais pour plusieurs raisons au niveau production, mais aussi pour, c'est important d'être capable de le dire puis de l'expliquer à nos clients. Les viandes nourries à l'herbe, élevées au pâturage ont une valeur ajoutée. Puis c'est important d'être capable de capitaliser là-dessus, puis d'être capable de vraiment aller voir chacun dans notre production, qu'est-ce qu'on a de unique, qu'est-ce qu'on a de spécial, puis être capable après ça de l'expliquer à nos clients. Donc, en plus des agneaux, les poulets. Donc, en 2021-2022, je faisais 300 poulets, qui était la limite de ce qu'on avait le droit sans quota. À partir de cette année, j'ai été chercher un quota de production pour les marchés de proximité. Donc, ça permet d'aller produire jusqu'à 2000 poulets. Ça a été vraiment quelque chose de super bon pour mon entreprise là, d'aller chercher ce quota-là parce que le poulet, il y a une bonne marge de profit sur le poulet, mais quand même que tu en fais juste 300, mais c'est vraiment pas suffisant pour être capable de baser une entreprise viable juste là-dessus. Puis, c'est pas mal ça pour le poulet. Ils sont élevés là, directement au pâturage, les mêmes pâturages que les moutons, avec un horaire de rotation de pâturage. Puis, pour l'instant, j'ai 3 poulaillers comme ça, de conception maison. Puis, c'est des poulaillers de 10 pieds par 12 pieds qui peuvent contenir à peu près 80 poulets, grosso modo. Je les déplace maintenant, 2 fois par jour. J'ai trouvé que ça aidait vraiment à mieux répartir l'azote dans les pâturages. Puis les poulets passent vraiment moins de temps au même endroit, donc ils vont moins ils vont moins endommager les racines superficielles, là, les racines légumineuses qui sont plus fragiles. Puis aussi, ils vont consommer plus de ce qu'ils trouvent dans les pâturages. Donc, j'ai remarqué qu'en les déplaçant plus fréquemment, j'ai un meilleur gain moyen quotidien, puis ça me permet de finir mes poulets en 7 semaines au lieu de 8 semaines. Donc, une particularité aussi des pâturages du lac Brome, j'opère entièrement sur des terres louées. Donc, je gère une centaine d'acres divisés sur 3 différentes propriétés. Quand j'ai eu l'idée là, de démarrer les pâturages du lac Brome, ça a été difficile au début parce que, on va se le dire, là, avec le coût des terres puis tout ça, c'était comme impossible, impensable d'acheter une terre puis de la rentabiliser avec des activités agricoles. Fait que j'ai commencé à chercher puis là à voir un peu des terres à louer. Puis rapidement, je me suis rendu compte qu'un peu cet obstacle-là à mon démarrage allait vite devenir un avantage que j'avais. Les pâturages du lac Brome, c'est devenu avant tout un projet de revitalisation des terres agricoles. Puis ça aussi, quand je parlais là, de trouver notre niche à nous, puis notre valeur à nous, pour moi, les pâturages du lac Brome, ça a vite créé un engouement dans la région, puis les gens se sont intéressés à ce projet-là, puis venaient me poser des questions sur les terres que je louais, puis tout ça. C'est ça, quand j'ai débuté, puis que je commençais à chercher pour des terres à louer, on m'avait vite parlé de l'artère. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'artère, sûrement que oui. C'est un service de maillage agricole qui sert à jumeler
des propriétaires de terre avec des aspirants agriculteurs, puis de faire des matchs comme ça, soit pour de la relève d'entreprise ou juste louer, ou tu sais, il y a plusieurs matchs qui sont possibles. Puis moi, ben ça n'a pas été long que j'ai appelé à l'artère, mais qu'ils m'ont comme un peu remis à ma place parce que l'artère, tu sais, c'est vraiment, sont vraiment neutres dans le processus, là, sont autant là pour aider le propriétaire que aider les aspirants. Puis ils s'assurent que les propriétaires, ben, ont des terres qui sont intéressantes à louer, qui sont prêts qui savent un peu dans quoi ils s'embarquent. Puis à l'opposé aussi, ben, ils s'assurent que que l'aspirant agriculteur est prêt, que lui aussi sait dans quoi il s'embarque, que son plan d'affaires est fait, puis dans le plan d'affaires, ben, vient le plan de commercialisation, justement. Puis c'est là que je me suis comme fait dire que, dans le fond, j'étais vraiment pas prête à partir mon projet. Donc, j'ai été chercher d'autres formations supplémentaires, puis pour en arriver à partir mon projet, là, en étant vraiment mieux outillée. Hein. Donc, vite, là, comme ça, là, les terres que je loue, la terre principale, c'est un 40 acres que je loue. Là, en bas, on voit les bâtiments sur place. Donc, une chose que je suis bien contente cette année, c'est que j'ai la maison que je loue sur la place. Donc, ça, c'est vraiment un gros changement puis un gros plus pour moi d'être directement sur mon lieu de production avec la grange pour l'hiver, puis aussi l'agnelage du printemps. Puis c'est ça, de 40 ans comme ça. Là, je suis aussi vraiment bien située. Là, on voit c'est juste sur le bord de l'autoroute 10, là, juste entre Montréal et Sherbrooke. Fait que ça, c'est un gros avantage que j'ai, mais c'est vraiment pas un prérequis pour être capable de faire de la mise en marché non plus. Là. Donc, j'ai un autre pâturage aussi un peu plus au sud du lac Brome. Ce que j'aime beaucoup de cette place-là, c'est que c'est un partenariat qui est vraiment plus collaboratif. Les propriétaires expérimentent sur plus de 1000 variétés d'arbres fruitiers, puis d'arbustes, puis d'arbres à noix. Puis pour eux, ben c'est ça, c'est vraiment gagnant-gagnant parce que moi, j'amène mes animaux là-dedans, puis les moutons, ils deviennent comme un peu l'équipe de fertilisation puis d'entretien des pâturages. Puis la troisième terre qui est louée, c'est celui-là, vous en avez peut-être entendu parler, là. Ça avait fait toute qu'une histoire dans les médias. Il y avait un homme d'affaires de Montréal qui souhaitait donner au suivant, puis comme louer ses pâturages, puis là, ça avait fait la presse, puis la télé, la radio, puis tout, parce que lui, dans le fond, c'était sa résidence secondaire, puis je pense qu'il avait vu un reportage, là, puis il s'était rendu compte que ça avait pas de bon sens d'avoir une belle terre comme ça, puis de la laisser partir en friche. Donc, ça a été quelque chose de bon pour moi, puis de bon pour eux, là, on va se le dire, ils sont bien contents, eux autres, de sortir sur leur terrasse, puis de voir les petits moutons au pâturage. Ce que je savais au départ, je savais pas grand-chose, mais je savais certaines choses. Puis, en partant, j'ai vite comme été rencontrer plusieurs producteurs. Puis, j'ai posé à beaucoup de gens la question, si c'était à recommencer, qu'est-ce que vous feriez différemment? Puis, il y a plusieurs points qui sont ressortis beaucoup de ces questions-là. Puis, un des premiers que j'entendais beaucoup, ben, c'était que la mise en marché puis le marketing, ben, c'est que c'était pas facile. Puis, c'était souvent un des facteurs limitants dans nos entreprises, que souvent notre capacité de produire va dépasser nos aptitudes de faire de la mise en marché. Puis c'est normal aussi parce qu'on est tous des producteurs, on est tous super passionnés de notre job, on aime ça être dans le champ, on aime ça s'occuper de nos animaux, mais quand vient le temps de vendre, ben c'est comme on est comme un petit peu moins bon. Donc je savais que ça allait être difficile, donc dès le départ, ben tu sais, j'ai été me chercher un coach en marketing,
puis mettre le site web en place, puis tout ça. Dès le départ, là, je savais que ça allait être difficile, puis qu'il faudrait que je mette des efforts supplémentaires là-dessus. Aussi, une autre chose qui est importante, dès le départ, ça a été l'importance de définir mes objectifs. C'est ça, j'ai fait plusieurs formations, j'ai même retourné à l'université, j'ai fait toutes sortes de formations, nommez-les, je l'ai faites. Mais les deux seuls qui ressortent le plus du lot en termes de formation, ça a été Wrenching for Profit puis Holistic Management. Puis c'est pas un hasard que ces deux noms qui sont en anglais, c'est pas des formations qui se donnent au Québec. Puis justement un peu, ça fait du bien d'avoir des mentalités qui sont différentes de ce qu'on est habitué d'entendre ici. Puis ça nous pousse à enlever un peu nos œillères qu'on a, que il n'y a pas juste une façon d'atteindre nos objectifs. C'est important d'avoir un objectif, mais si on focus trop sur le comment, ben on va passer à côté de plein de choses qu'on pourrait faire différemment. Donc, Wrenching for Profit, si j'ai une chose que je me rappelle de ça, c'est vraiment de pas s'ancrer dans un mode de pensée, puis de garder vraiment l'esprit ouvert. Puis Holistic Management, ce que j'ai retenu beaucoup de ça, ben c'est de vraiment concilier notre vie professionnelle avec notre vie personnelle. Probablement que des fois la ligne est vraiment mince entre notre ferme puis notre vie personnelle, puis même souvent la ligne elle existe pas, c'est juste une affaire. Et que l'importance que nos valeurs d'entreprise soient vraiment en accord avec nos objectifs personnels de notre vie à nous, puis de faire en sorte qu'on s'épanouit là-dedans, puis qu'un va pas empêcher de s'épanouir dans l'autre. Puis c'est ça, s'adapter à son contexte. Tu sais, la famille, tu sais, tantôt il disait, il habite à 45 minutes de son lieu de production, c'est quelque chose à considérer, c'est faut savoir s'adapter à notre réalité à nous. Puis la dernière chose que je savais au départ, ben l'importance de comprendre les chiffres de son entreprise. Vous avez sûrement déjà vu comme moi sur Facebook du monde qui demande sur les groupes combien vous vendez ça, un bœuf ou un quart de bœuf. Puis je savais que je voulais pas être cette personne-là qui était pas capable de déterminer c'était quoi mes coûts de production, puis que ça allait être important de mettre de l'emphase là-dessus. C'est pas évident de s'affirmer dans son poste de CEO dans notre entreprise. C'est ça. Souvent, on a plus le goût d'être dans le champ avec les animaux que d'être devant nos livres de comptabilité. Mais pourtant, en tant que gestionnaire de notre entreprise, ben c'est notre responsabilité. Puis si on n'est pas capable de le faire, ben c'est sûr que peu importe les efforts de production puis de mise en marché qu'on va faire, on s'en va dans le mur. Puis aussi, travailler sur son plan d'affaires soi-même. En partant, je savais qu'on m'avait dit que le plan d'affaires était une étape importante, tellement importante que moi je me suis dit je vais confier ça à des professionnels, tu sais. Erreur. Pour faire une histoire longue, mais la mettre courte là, ça a été très très long. Puis même que la financière agricole n'a même pas accepté mon plan d'affaires qui a été fait par un agroéconomiste. J'ai dû m'asseoir moi-même un hiver de temps devant mon ordinateur, travailler avec ma comptable pour qu'elle m'explique c'est quoi comment faire vraiment mes bilans, mon flux de trésorerie, toutes ces choses-là que j'étais pas intéressée à faire, mais que j'ai vraiment pris le temps de faire. Ça a vraiment été important pour moi. Ça a été une belle grosse étape. Puis ça a aussi pesé dans la balance là c'est quand je me suis assis puis que je l'ai fait moi-même puis que j'ai vu les chiffres que je me suis dit je peux pas continuer à faire du bœuf. Fait que les agroéconomistes sont super bons dans leur travail, sont bons pour certaines choses, mais sont pas placés comme nous. C'est vraiment nous qui est la personne la mieux placée puis la plus compétente pour faire soi-même notre plan d'affaires. Donc
ça m'amène un peu dans mes 3 dernières années de ce que j'ai appris. Ben, je suis contente que les Campbell en ont parlé dans leur production, là, dans leur présentation, l'importance du contact avec le client puis de développer une relation avec son client. Les gens qui achètent des produits de nous, c'est des gens qui, des fois, ils vont dépenser un peu plus, mais c'est parce qu'ils veulent la proximité qu'ils vont avoir avec nous. Ils veulent savoir notre histoire, ils veulent apprendre, ils veulent nous connaître. Puis là-dessus, j'avais au départ, là, dès ma première année, là, j'avais mis en place le site web. J'étais pleine de bonnes intentions. Je me suis dit, ça va être facile. Les gens vont aller directement en ligne. Ils vont pouvoir faire leur réservation, réserver leur corps de bœuf, leur demi-bœuf, faire leur dépôt. Puis là, après ça, tu as le boucher qui les appelle, fait le choix de coupe. C'était super efficace. Puis après ça, ils reçoivent un email avec la facture, le montant total. Puis il me fait un virement bancaire. Puis là, tout était bien organisé comme ça. Mais après ma première année, je me suis rendu compte que je pense qu'il y a 2-3 clients là-dedans que j'avais même pas parlé du tout. Puis vous serez pas surpris d'apprendre que ces clients-là, ben ils n'ont pas racheté l'année d'après. Ce qui m'amène aussi à parler de ce que j'ai appris dans l'importance là, d'adopter une bonne stratégie de prix. C'est un gros facteur très important aussi. Puis le bon prix va attirer le bon client. C'est pas le contraire. Puis si vous avez une chose à retenir de cette présentation aussi, c'est celle-là. De pas fixer son prix en fonction en fonction des autres, puis en fonction d'un prix qu'on pense que le monde va vouloir acheter. Fixez le bon prix que vous avez besoin pour vendre vos produits à quelque chose qui va être bon pour vous, puis le bon client va se présenter. Puis l'importance d'un bon boucher, ben là, je pense que tout a été dit, mais tu sais les caractéristiques pour moi, l'importance d'un bon boucher, ben capable de fournir mon volume de production puis au moment où j'en ai besoin, qui m'aide à aller chercher le maximum de valeur dans chaque carcasse. Il y a différentes façons là, de découper des carcasses. Là. En plus, avec l'agneau, c'est tellement délicat, puis il y a tellement de petites coupes qu'on peut aller chercher différentes que pour moi, ça a fait une grosse différence d'avoir un boucher là, qui était capable d'aller me chercher une coupe de 100 grammes de plus sur des coupes qui valent beaucoup plus cher. Un excellent atout pour moi. Puis finalement, un boucher en qui j'ai confiance, puis qui a confiance en moi, puis qui croit en moi aussi. Parce qu'avec les élevages au pâturage, des fois, c'est ça, c'est difficile d'aller chercher peut-être des belles uniformités dans nos carcasses. Il y a des années, c'est moins bon, les carcasses sont plus petites, moins grasses. Il y a des muscles qui sont plus développés, moins développés. Puis d'avoir un boucher qui tu as l'impression que ton boucher est dans ton coin puis qui est là pour t'aider, même quand tu as manqué ton coup cette année-là, ben ça peut faire la différence dans la réussite du projet. Là. Puis tout ça nous amène aujourd'hui là, à ce que ça représente pour moi aujourd'hui ma mise en marché. Ben mes canaux de distribution, c'est quelque chose qui est logique selon mon niveau de production. Donc vite là, la distribution de mes ventes, 50% des ventes sont faites en vente directe. Donc tout ce qui est carcasse, là, agneau entier, demi, puis les ventes aussi directement à la boutique à la ferme. Puis j'aimerais ça à terme là, quand mon troupeau va avoir atteint sa grosseur. C'est ça, j'aimerais ça me rendre à 250 brebis là, d'ici 2025. Puis quand pour vendre aussi des sujets reproducteurs, là, c'est quelque chose que j'ai beaucoup à cœur aussi là, de développer une génétique de moutons qui sont vraiment adaptés pour le pâturage. Donc quand je vais avoir aussi des sujets reproducteurs à vendre, ben j'aimerais ça atteindre un genre de 85% de mes ventes qui seraient faites en vente directe. C'est ma façon pour moi que j'ai trouvé qui est la plus payante, puis qui aussi me demande le moins de travail parce que je travaille tout seul dans mon entreprise. Donc pour moi, c'est plus cohérent comme ça.
Puis j'ai un 25% aussi que je vends dans les marchés fermiers, là, les samedis avant midi. Je trouve ça bien le fun d'aller rencontrer les gens puis vendre ma viande. C'est aussi quand même un bon volume de vente. Puis ça permet aussi c'est ça, le monde aime bien ça jaser le samedi matin. Puis éventuellement, ben c'est de créer un contact avec ces gens-là, puis éventuellement qu'ils viennent acheter directement à la ferme. Ça, c'est mon site web. Donc, les gens peuvent aller directement faire leur réservation d'agneaux et de poulet aussi. Puis quand j'ai des spéciaux, des fois, je fais des boîtes et tout ça. Là, je mets ça sur mon site web. Ça permet aux gens de pouvoir un peu magasiner, là, puis répondre à leurs questions sans que j'ai à répondre au téléphone ou à des emails sans fin. Donc, c'est ça, les agneaux sont vendus carcasses, emballés, découpés et tout. Puis, je vends aussi, c'est ça, des boîtes mixtes, c'est bien populaire. Le monde aime beaucoup ça. Puis aussi, ça aide à faire passer, faire découvrir des pièces moins connues. Puis, en général, c'est bien apprécié, les boîtes mixtes. Puis les poulets sont offerts, je les offre frais les lendemains d'abattage. Ça c'est quelque chose aussi que les gens apprécient beaucoup, très populaire. Puis ça fait venir le monde à la ferme. Tu sais, j'en profite pour faire un genre de petit événement là, de dire cette journée-là, c'est la journée poulet frais. Puis depuis que j'ai fait ça, ça fait venir beaucoup de monde à la ferme. Le monde vient avec leurs amis, leurs beaux-frères, viennent acheter un poulet, puis la plupart du temps aussi repartent avec d'autres viandes. Autrement, les poulets sont vendus entiers, congelés ou des coupes cuisse poitrine, tout ça. Là. Vendre à des restaurants, oui, non, peut-être. C'est sûr qu'au début, pour moi, ça marche pas. Quand tu produis pas beaucoup, ben t'es bien mieux de vendre à plein prix à tes clients, tu sais. Et là, quand la production augmente, ben là, c'est quelque chose qui est rendu possible pour moi. Puis le fun aussi, j'ai trouvé un restaurant qui est intéressé justement à acheter des carcasses entières. Là, on le voit faire boucherie, c'est avec un porc, là, mais il achète des carcasses entières d'agneaux puis de poulet, puis il travaille fort à valoriser la carcasse au complet. Puis c'est quelque chose de bien le fun d'avoir des restos qui partagent nos valeurs, puis qui comprennent notre rythme de production, puis il sait que pendant l'hiver, ben il n'y en aura pas d'agneau puis de poulet. Il met autre chose sur son menu. Ce que ça représente en temps, ben là, c'était comme un peu une joke, là. Minimum 1 heure, maximum 8 heures par jour. C'est variable. Tu sais, c'est sûr, avec les pics de production, pour moi, mars-avril, je suis dans les agnelages, puis après ça, mai-juin, ben c'est la mise au pâturage. Fait que j'ai comme moins de temps pour faire ma mise en marché, mais j'essaie de prendre un minimum 1 heure quand même à chaque jour pour être sûr que je fais mes suivis avec mes clients, puis que je délaisse pas ce côté-là de l'entreprise. Puis je m'assure aussi que, tu sais, dans les mois d'hiver qui sont plus tranquilles, ben là, je fais comme le gros de ma mise en marché. C'est comme mettre à jour mon site web, préparer mes emails que je vais envoyer, mes dates de publication, puis tout ça, mon calendrier de marketing, je le fais pendant l'hiver pour que ça soit plus facile après ça quand on est plus dans le rush là, de l'été. Je dirais qu'en moyenne, là, c'est pas mal 2-3 heures par jour, c'est pas mal ça que je passe à faire ma mise en marché. Parce que présentement, ben, je suis comme encore en démarrage. J'ai beaucoup de clôtures à installer, beaucoup d'autres choses à faire sur mes infrastructures. Mais je dirais que ça va pas mal être 50-50. Moi, je vois ça un peu comme le producteur qui fait son train le matin, puis qu'après ça, s'en va à sa job de jour, puis après ça, revient à la ferme, puis fait son train le soir. Ben, c'est un peu ça, comme être producteur pour faire sa mise en marché. C'est comme un peu avoir 2 jobs en même temps, deux jobs à temps plein. Ouais. Donc, cette slide-là, j'aurais pu passer la journée au complet là-dessus, même peut-être la semaine. Assurer la rentabilité de notre entreprise. Qu'est-ce que ça a à voir avec notre mise en marché? Ben, je pense que tout est là. J'aurais aimé ça vous présenter quelques chiffres là, de mon entreprise. Là. J'avais sorti des
des chiffres intéressants. Puis je me suis rendu compte qu'en fin de compte, c'est peut-être pas pertinent parce qu'on n'a pas tous les mêmes marqueurs de réussite dans nos entreprises. On a tout un contexte de production différent. Puis les marqueurs de réussite vont être différents pour chacun aussi. Pour moi, pour certains, ça va être la rentabilité à l'acre. Il y en a qui vont vouloir peut-être le calculer par tête ou par marge de profit. Moi, ce que j'aime utiliser comme pour être sûr que mon entreprise est en santé, c'est de les diviser par centre de profit. Donc, j'ai ma production, j'ai mon troupeau de brebis, j'ai ma production d'agneaux, j'ai ma production de poulet, puis j'ai ma mise en marché aussi. Pour moi, c'est 4 petites entreprises au sein de mon entreprise, puis que je m'assure que ces 4 choses-là, ils font indépendamment de l'argent, ils sont rentables pour être sûr que, par exemple, je sois pas en train de faire plein d'argent avec du poulet, mais que c'est en train de compenser pour, mettons, mon agneau qui fait pas d'argent, tu sais. Fait que j'aime bien ça, l'avoir séparé comme ça. Puis, ça permet aussi de se rendre compte que, justement, s'il y a une place qui fait moins d'argent, ben, peut-être que c'est le temps de revoir cette chose-là, soit en changeant les coûts de production ou en carrément en la mettant de côté. Une autre chose aussi qui m'aide beaucoup, aussi qui m'aide à me calmer intérieurement, c'est mon flux de trésorerie. Ça, grosso modo, c'est un tableau qui te dit à la fin du mois, est-ce que tu as de l'argent dans ton compte ou tu n'en as pas. Puis tu prends toutes tes dépenses par mois, puis tes rentrées d'argent. Puis il y a certains mois que tu vas en avoir de l'argent dans ton fonds de roulement. Puis il y a des mois où c'est normal, on va être dans le négatif. Puis dans notre type de production, ben on a beaucoup de dépenses à faire tout le long de l'année jusqu'à ce qu'on voit la couleur de notre argent à la fin de l'année. Puis d'avoir pour moi un flux de trésorerie qui est fonctionnel comme ça, je suis pas en train de battriper quand ma marge de crédit est pleine parce que je l'avais prévu, tu sais. Ça montre juste que je suis le chemin que j'avais prévu prendre puis que tout va bien. Puis une dernière chose qui est pertinente pour moi, ben c'est le fameux retour sur investissement. Comme tout est loué, je peux pas faire de gros investissements sur des terres qui sont louées. Ce que j'investis, je m'assure que ça soit quelque chose que je peux revendre ou repartir avec si jamais il y a un de mon bail qui va tomber à l'eau. Puis je m'assure aussi que $1 investi cette année va me rapporter au moins $1 l'année prochaine. Sinon, c'est pas un investissement, c'est une dépense. Et que ben c'est pas mal ça pour ma présentation. La mise en marché directe, est-ce que c'est possible? Oui, mais clairement, c'est vraiment pas pour tout le monde. Peut-être que aujourd'hui, ça va vous avoir soit donné envie de faire le saut ou vous avoir confirmé que c'est vraiment pas fait pour vous non plus. Qu'est-ce qu'on retient de ça? Ben, c'est qu'il faut être capable et ou aimer gérer les clients. Ça peut être un ou l'autre. Choisir des canaux de distribution qui sont alignés avec les valeurs de l'entreprise, quelque chose que vous allez être confiant là, puis que vous allez être content. Là. Moi, quand je vais livrer ma viande dans les restaurants ou dans les points de vente, je suis vraiment contente, puis d'être là, puis de pouvoir partager ça avec des gens qui partagent les mêmes valeurs que moi, puis de l'entreprise aussi, qui croient en l'entreprise. Puis finalement, connaître nos chiffres là, sur le bout des doigts pour fixer un prix de vente cohérent, parce que faire la mise en marché, faire du marketing, c'est d'abord et avant tout servir un client, puis on peut pas servir grand monde si on a fait faillite. Et que voilà, ça conclut ma présentation. J'espère que ça va vous avoir donné une idée ou deux. Merci beaucoup, Émilie. C'était vraiment très bien vulgarisé. Il y avait beaucoup de choses, des points importants. Puis je suis sûre que tu aurais pu nous parler plus longtemps, mais c'était bien. Mais on a encore du temps pour des questions. Fait que si vous voulez vous présenter au micro, s'il vous plaît. Salut. J'aurais 2 questions.
Ma première question, c'est que tu dis que tu as 1000 poulets. Je me demandais, l'abattage, Oui. avec qui ça se passe? C'est l'abattoir du Charme à Saint-Alphonse-de-Granby. Dans le fond, je fais les poulets en plusieurs lots. Donc, je fais 4 lots de 250 poulets. Donc, c'est un abattoir qui est inspecté fédéral. Des petits abattoirs de même, ça existe à plusieurs endroits ou c'est plus rare? Si on veut, ben oui, ça existe à plusieurs endroits. Je sais que ça peut être un facteur limitant aussi. Là, on est mieux de. Je connais pas tous les abattoirs qui sont inspectés au Québec, mais c'est sûr qu'il faut prévoir l'abattage avant d'acheter les poussins. Même que moi, ma cédule est faite pour l'année. Mes poussins rentrent à quelle date? Puis au mois d'avril, mes abattages sont cédulés pour l'année. Là. Et l'autre question, c'est pour les quotas. Je me demandais si c'était bien compliqué Oui. pour aller chercher un quota. Oui. À quel point? Fin de ma réponse. Mais à quel point c'est d'ouvrage pour dire que ça passe une hiver complète, à se battre pour des personnes contre des. Ben moi, ça m'a pris une genre de couple de mois d'hiver là, à temps perdu. Mais c'est parce que il y a rien que je fais à moitié aussi là. Fait que quand je me suis assis pour faire ma demande, puis que là il demande justement ton plan de commercialisation, il demande toutes sortes de chiffres de ton entreprise, ben là ça m'a comme moi j'ai vu ça comme au lieu de voir ça comme une pile de paperasse, j'ai vu ça comme une opportunité de me re-questionner puis de voir si est-ce que ce que je fais avec le poulet, ben premièrement est-ce que c'est rentable? Tu sais, est-ce que je fais de l'argent? Si je fais de l'argent avec un poulet, ben je veux savoir combien je vais en faire avec 1000 puis 2000, tu sais. Fait que non, mais tu sais, je rigole un peu là. C'est sûr que c'est de la job, mais si tu veux faire ça comme tu sais à long terme puis le faire sérieusement, ben ça vaut la peine, ouais. Félicitations de la présentation. Je l'avais redit du MAPAC. Il y avait une très belle photo d'une relève potentielle. Oui. En passant, elle avait toute une bête de vendeuse. Mais As-tu quelques mots à nous dire? Oh, mon Dieu. Ben, c'est ma fille Charlotte. Je pourrais en parler ça aussi vraiment longtemps. Mais, tu sais, en même temps que c'est quelque chose, c'est une super belle chose. Tu sais, je vais pas vous cacher que c'est comme des fois amener ses enfants faire son train ou comme Charlotte, mais je l'ai en garde partagée. Je l'amène au marché. Un marché sur 2, ben oui, ça fait des vraiment belles photos puis c'est super cute quand elle interagit avec les clients, mais tu sais aussi des fois peut-être que je manque des ventes parce que je suis en train d'aller aux toilettes avec ou de courir après parce qu'elle est allée se chercher un croissant. Mais mais grosso modo là, c'est quelque chose de le fun là, de partager avec son enfant. Puis quand les clients viennent à la boutique aussi là, elle est tellement sociable. Là. Bonjour. Je vends du poulet. Généralement, ça vend. Bonjour à toi. Moi, il y a une question par rapport à ton démarrage. J'adore ta façon de penser, j'adore la préparation que tu as eue. Mais tu t'es pas lancé dans le bain en disant « je fais ça à temps plein ». As-tu eu un autre emploi? Ben, temps plein, temps partiel, faut voir comment on définit ça, là. Si on définit ça par temps plein, je fais juste ça, ou temps plein de dire je fais plus que 40, 50, 60 heures par semaine là-dedans, ben, définitivement, j'ai été à temps plein dès le début. Mais c'est sûr que j'ai gardé, mon sideline à l'extérieur. Principalement pour être capable de financer le démarrage de l'entreprise. J'aurais pu le faire sans travailler à l'extérieur, mais comme je serais pas rendu à 100 moutons en 3 ans, je serais pas rendu à 150 agneaux, puis je serais encore moins rendu à 1000 poulets non plus. Donc ça m'a permis de financer le démarrage de mon entreprise. Je me demandais ton marketing, comme ton plan de commercialisation. Est-ce que c'est quelque chose que toi, t'as juste, comme, tu t'es assis puis t'as dit, je m'en vais comme ça, ou t'as fait référence à peut-être un professionnel? Tu sais, parce que je sais qu'il y en a qui peuvent aider là-dedans. Oui.
j'ai été chercher un coach en marketing qui m'a aidé à faire mon plan de commercialisation. Puis quand ça a été fait, je l'ai regardé puis j'ai dit c'est pas bon. Fait que j'ai retravaillé dessus, mais tu sais ça m'a donné des bonnes bases de dire OK, comment on fait un plan de commercialisation? C'est quoi les choses à considérer? Puis tu sais c'est tellement de questions à se poser. Puis ça nous fait remettre en question aussi tu sais non seulement nos méthodes de production, ce qui est important pour nous, tu sais puis le temps que tu as vraiment envie de passer dans ton entreprise à être en train de aller répondre à un client, de comme faire ta mise en marché. Est-ce que justement tu veux vendre dans des points de vente, tu vendre dans des restos, tu faire juste du direct aux consommateurs? De faire le plan de commercialisation, ça va aller définir toi qu'est-ce que tu veux vraiment. Tu sais. Puis est-ce que c'était quelqu'un en agricole ou c'était juste pour une Non. business puis toi? Ben c'était quelqu'un en agroalimentaire. OK, fait que c'est ouais. quand même quelqu'un qui connaissait un Oui, qui avait une milieu bonne connaissance Okay. des entreprises existantes dans la région, un peu c'était quoi la concurrence, à quoi ça ressemble, la mise en marché, puis qu'est-ce que le monde font en gros. Bonjour. Donc, tu as parlé de l'importance d'avoir un bon boucher. T'sais, on sait Oui. que le boucher a beaucoup d'influence sur la coupe que tu vas offrir au client. Il s'occupe d'une partie du service au client. Comment tu as fait pour trouver le bon boucher? C'est erreur. Avais-tu plus d'erreurs que d'essais? Oui. Mais ça a vraiment été ça. Tu sais, j'ai essayé plusieurs bouchers. Puis, tu sais, c'est sûr que je comprends aussi que ça sera jamais parfait. Puis moi, d'abord et avant tout, ce que je cherche avec mon boucher, ben c'est une relation. Puis, tu sais, le dernier point là, que j'avais dit, là, l'importance d'avoir confiance en son boucher puis qu'il croit en toi, ben moi, c'est vraiment là-dessus que je mise. Mais tu sais, je suis encore ouverte à tu sais, changer de boucher ou tu sais, éventuellement, pas nécessairement changer, mais tu sais, faire affaire avec peut-être plusieurs bouchers différents. Quand je vais me rendre à comme 500 agneaux par année, là, ça va prendre plus qu'un boucher, là, tu sais. Puis c'est vraiment d'aller rencontrer ton boucher. Tu sais, moi j'ai été là avec mon boucher découper un agneau là, puis voir comment qu'il travaille. Puis en même temps, ben moi ça m'a aidé aussi à bien comprendre les différentes coupes. Puis là, tu sais, il me montrait tu sais c'est là la petite pièce que je te parlais que tu peux aller couper différemment pour aller chercher plus de valeur dans ta carcasse. Puis là, en le voyant, ben ça m'a comme vraiment ouvert les yeux. Est-ce que tu t'es assis avec lui pour parler de ton entreprise, lui établir un peu c'est quoi ta assis, vision? non, là, mais comme okay, ouais. Okay. Aller rencontrer le boucher, puis voir lui, c'est quoi qu'il fait d'autre, c'est quoi son genre de client. Puis moi, là, le boucher avec lequel je fais affaire présentement, c'est aussi un producteur d'agneaux. Donc, c'est quelqu'un qui comprend bien les défis de la production, comment puis d'aller chercher justement le plus de dollars possible par carcasse. Là. Okay. Good, merci. Moi, j'ai eu la chance de parler avec Émilie il y a 2 semaines, je crois. J'ai dit, elle me parlait, je cherchais une protéine. Il me manquait mes protéines dans l'élevage. Puis, ben, c'était le bœuf. Il manquait quelques bœufs pour compléter mes commandes de l'année. J'ai été surpris. Il y a eu des commandes qui sont arrivées sans aller les chercher, mais j'ai dit, elle me dit, j'ai arrêté ça parce que j'avais des commandes qui étaient, j'avais le choix, il fallait que je décide entre l'agneau ou le bœuf. Fait que j'ai été surpris de son choix de l'agneau parce qu'on connaît l'agneau, c'est un produit de niche. Puis j'ai dit, qu'est-ce qui t'a fait changer? Fait qu'elle me dit, dans l'agneau, c'est du monde qui sont éduqués à comment le cuisiner. Fait que ça, pour moi, je trouvais ça m'a marqué de la conversation qu'on avait eue ensemble. Je connaissais pas Émilie. C'est un contact à Mme Dumas qui m'avait référé à elle. Elle m'a dit, c'est justement, là, c'est un produit de niche, mes clients sont éduqués. Fait que pour ceux qui ont d'autres, tantôt on parlait d'éduquer notre client quand on leur parle, proposer des recettes. Des fois, face aux feuilles nous, on voit la feuille de coupe du client. Puis, parfois, ça nous arrive de poser quelques questions. Pourquoi que
telle partie, vous en voulez pas, ou vous voulez envoyer ça absolument haché, c'est parce que vous avez une très grande consommation. Souvent, la réponse du client est non. C'est pas que j'ai une grande consommation, c'est juste que je sais pas comment le cuisiner. Fait que le plus qu'on peut aller chercher là aussi, c'est d'apprendre aux clients. Parce que la vérité de coupe, prenons dans le bœuf, un client qui mange un rib steak à toutes les semaines, il va s'apercevoir qu'il va vite arriver à la fin de sa réserve de rib steak qui est dans un bœuf. Fait qu'il doit varier s'il veut pas manger des hamburgers le restant de l'année. C'est ce que je voulais apporter de plus, là, qui m'a marqué beaucoup de notre conversation qu'on avait eue ensemble. Oui, souvent avec l'agneau, j'ai pas beaucoup d'efforts à faire pour, tu sais, comme au marché, là, il y a quelqu'un qui arrive et dit « Je veux un gigot d'agneau. » OK. Tu sais, c'est pas comme « Oh, j'aimerais ça essayer quelque chose en fin de semaine. Tiens, je vais essayer un gigot d'agneau. » C'est comme quelque chose de gros à se lancer. Fait que mais c'est sûr qu'il y a quand même un peu d'effort à faire, mais généralement, c'est vrai, les gens qui achètent de l'agneau, ils savent déjà comment le cuisiner. Ils savent déjà qu'ils aiment ça, sont déjà comme vendus avant même d'arriver chez vous. Le challenge, c'est de les faire amener chez vous. Après ça, la viande est vendue, tu sais. Oui. OK. Merci pour la présentation. Et si j'ai bien compris, au début, vous avez dit que vous travaillez seul. Moi, je viens de Burkina Faso. Et vu 100 têtes de bœufs et 1000 têtes de poussins, comment vous pouvez s'en sortir seul? Et en plus, chez nous au Burkina, si on a tel nombre, on emploie de main-d'œuvre. Et vous travaillez seul, je vais comprendre, c'est côté financier ou bien pour donner la nourriture, c'est vous qui donnez. Et encore, c'est pas manque de main-d'œuvre. S'il y a un manque de main-d'œuvre, nous au Burkina, nous on est là. Merci. C'est une question qui va être vraiment facile à répondre. C'est que je laisse les animaux faire le gros de la job. Moi, ma job, c'est de planifier beaucoup. Mais après ça, tu sais, les rotations de pâturage, c'est comme 15-20 minutes, déplacer ton troupeau, puis après ça, il mange tout seul. J'ai pas de... C'est de mettre en place une infrastructure qui est capable de s'auto-gérer. Les tâches de ferme, c'est pas une grosse partie de mon travail. Puis je m'arrange justement pour que, c'est comme en ayant les poulets au pâturage, tu sais, j'ai pas à nettoyer de poulailler, j'ai pas comme il y a des tâches là qui de moins à faire là. Je déplace les poulaillers puis je remplis leur eau puis leur nourriture puis après ça ils s'occupent là, tu sais. C'est fini après ça. Fait que c'est de trouver des façons de travailler là qui sont vraiment efficaces puis qui réduisent le temps de travail quotidien. Laisser les animaux faire le gros de la job. Ils sont vraiment bons pour ça. Oui. Bonjour. Moi, je veux connaître comment vous nourrissez les poulets de chair là. Parce que c'est nous, depuis la guerre de l'Ukraine et de Russie, avec l'inflammation des prix, tout est déréglé. Oui. Pour élever chez nous une bande de poulets, de 100 poulets, une bande de 100 poussins ou poulets, il faut que tu fais acheter l'aliment, chaque sac d'aliment à 33 €. Tu dois acheter 7 sacs avec l'électricité, avec le temps, avec les médicaments que les poulets pour prévoir les maladies. Ça fait énormément difficile. Il y a plusieurs façons de répondre à la question, mais ultimement, c'est de calculer combien ça coûte de le faire, le poulet. Puis après ça, de fixer le prix de vente qui va fonctionner avec ça. Oui, la moulée augmente. Oui, tout est plus difficile, l'abattage augmente, tout augmente. Le prix de vente augmente aussi. Puis, pour l'alimentation, tu sais, je fais affaire avec une meunerie qui j'ai pas eu de problème d'approvisionnement avec la meunerie. Puis, j'amène directement la nourriture dans leur mangeoire au pâturage. Une petite mini-question? C'est fini, hein? Tu peux vraiment la poser tantôt. Je veux juste en profiter parce que j'entends parler beaucoup d'Émilie, tu t'es formée, tu été à l'extérieur, tu as été chercher beaucoup de compléments. Ici, on a aujourd'hui le groupe du 24 juin, centre 24 juin, le groupe de boucherie avec Hugo et Annick.
Dans le fond, on est des centres professionnels. Je suis avec ma gang du CBM à Cowansville. J'ai placé une pochette sur les tables qui parle de qu'est-ce que c'est la formation en boucherie. Puis en ce moment, on a une formation qui est en ATE, alternance travail-études, qui est 100% rémunérée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes payé pour venir apprendre. Donc, s'il y a des gens qui veulent en savoir un peu plus, même si vous dites « Hey, je ne veux pas faire ma coupe moi-même, mais je vais être capable de conseiller mon client comme il faut. Je vais être capable de donner le mode de cuisson. Je vais être capable d'avoir la bonne coupe appropriée. » Donc, s'il y a de l'intérêt pour ça, on est là. Donc, au niveau du Go, il y a mes collègues, Jonathan, Guillaume, on est tous des passionnés de la viande, puis c'est ce qu'on transmet à nos élèves. Merci. Ouais. Merci, Émilie. Ça fut très intéressant, en fait, du début à la fin.